Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Punkin Dev. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Favreau. Bonjour Alexandre, comment vas-tu ? Ça va très bien. Et toi ? Eh ben, ça va pas mal. Aujourd'hui, on va parler freelancing. C'est un sujet qui vient pas assez souvent sur le podcast à mon goût. Mais avant de se lancer là-dedans, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement ce que tu fais dans la vie ? Bien sûr. Donc, je m'appelle Alexandre Favreau. Je suis consultant SEO depuis février 2016, donc près de 8 ans. Donc, le SEO, c'est se positionner sur les moteurs de recherche pour être bien positionné et surtout pour avoir des clients derrière. Donc, trouver les bonnes recherches où on doit se positionner et ensuite avoir des clients derrière parce qu'on est positionné en première page et le plus haut possible de la première page, essentiellement de Google, c'est le moteur de recherche Google qui est le plus important pour acquérir des clients. Je suis surtout orienté petites entreprises, c'est ce que je préfère, les TPE, les indépendants et même les freelances. Et concrètement, les 3 types de prestations que je fais le plus, c'est les accompagnements sur la durée, où tous les mois, je les accompagne sur la durée pour améliorer leur référencement naturel, ou des audits ponctuels, on appelle ça un audit SEO, une analyse ponctuelle que je donne aux clients. C'est ce que je faisais le plus avant, mais maintenant je fais beaucoup plus d'accompagnement sur la durée. Et la dernière, c'est la formation. Mais je fais essentiellement de la formation en e-learning. J'ai une formation en e-learning de 12 heures pour toute personne qui veut connaître le SEO. Voilà. Accompagnement, audit et formation, c'est ce que je fais le plus. Donc t'as un profil qui est pas le type de profil que j'ai habituellement sur le podcast, qui sont généralement des profils plutôt tech. Comment t'es arrivé dans ce métier-là ? Pour les personnes que ça intéresserait, t'as un parcours, il paraît pas trop typique justement. Ouais, atypique. C'est ce que je te disais. J'ai un parcours atypique. Alors, il y en a de plus en plus des freelances. Je vois énormément de freelances. On en parlera plus tard. Pourquoi ? Parce que j'anime des communautés de freelance et des événements de freelance et j'ai un podcast pour les freelances. Donc, je m'intéresse au freelancing et je me rends compte que de plus en plus, on a un parcours atypique. Le parcours tout simple où on a une formation dans un domaine et on se fait toute sa carrière dans le même domaine. C'est un parcours des personnes d'avant. C'est beaucoup moins courant. Alors, mon parcours est atypique dans plusieurs raisons. J'ai des études jusqu'à Bac+5 en gestion d'entreprise, UTGEA, UP Management, et j'ai fini par un master en marketing à l'IDRAC Lyon. Et ensuite, j'ai voulu faire commercial en assurance pour plusieurs raisons, et du coup, j'ai fait commercial en assurance pendant 5 ans, dans différentes entreprises, mais surtout à AXA. Et j'ai fait plateforme téléphonique, commercial terrain, commercial en agence 2 fois. Et le but principal, c'était que j'étais quelqu'un de très introverti et très timide. Et c'était entre autres pour me pousser à m'ouvrir, et ça m'a beaucoup aidé. Mais c'était vachement difficile de faire ça, de faire commercial avec ma personnalité. Mais ça m'a beaucoup aidé. Par contre, au bout de 5 ans, j'en avais marre. Je voulais revenir dans mon domaine où j'avais fait la formation, le marketing. Et ce qui est un peu marrant, c'est que j'avais un master en marketing à l'IDRAC Lyon, mais j'avais jamais entendu parler du SEO. J'avais jamais eu de formation, ne serait-ce que de quelques minutes en SEO. C'était en 2007 à l'époque. Et du coup, forcément, j'ai dû tout réapprendre. Mon but, d'ailleurs, c'était de revenir dans le marketing. J'ai fait mon petite étude de marché, j'ai fait un suivi APEC. Et au final, j'ai bien compris qu'en plus en voyant des networking, en allant voir la cuisine du web notamment, mais pas que ce qui était le plus pertinent dans le marketing et ce qui était le plus porteur, c'était le web marketing, donc le marketing sur Internet. Donc ensuite, j'ai vu que le web marketing, il y avait plein de domaines différents. Et à un moment donné, j'ai eu une première prestation en freelance qui m'a permis de voir tout l'ensemble du web marketing, et ce qui me plaisait le plus, c'était le référencement naturel. Et c'est aussi ce qui me semblait être le plus pertinent pour les entreprises, qui apportait le plus de résultats à moyen long terme. Du coup, je me suis orienté vers le SEO et je me suis spécialisé en SEO. Je me suis auto-formé au SEO, MOOC, création de mes propres sites. Ensuite, j'ai fait des formations régulièrement. Chaque année, je fais des formations remboursées par les OPCO pour m'améliorer en SEO. Et par contre, il faut pas que j'aille trop loin, mais en gros, concrètement, pendant longtemps, je me suis présenté comme consultant web marketing et j'ai pas voulu me spécialiser dans ma communication sur le SEO alors que je faisais que du SEO.
Et il m'a fallu quelques années pour me dire consultant SEO, et bien m'appris parce que ça m'a beaucoup aidé pour le réseau et pour trouver plus facilement des clients via le réseau. Et donc du coup, je suis consultant SEO concrètement depuis février 2016, mais j'en parle depuis que 3, 4, 5 ans, peut-être 4, 5 ans. Et donc mon parcours est atypique parce que je suis revenu à mes sources de diplômé en marketing, sachant que j'avais jamais fait de SEO pendant mes études. Donc voilà, c'est une sorte de reconversion, on va dire. Ok. Quand tu parles de SEO, alors t'as défini rapidement au début ce que c'était. Il y a plein de gens qui ont pas forcément conscience de ce que c'est. Souvent on dit bon, le SEO c'est juste pour être bien référencé par Google. Est-ce que tu pourrais alors déjà dire, est-ce que tu peux nous dire, truc question bête, ça veut dire quoi SEO, les lettres, si tu le sais, et un peu en plus en détail, si tu peux nous définir en quoi ça consiste, quels sont tes leviers de travail? C'est ça le fond de la question. Alors, je sais ce que veut dire le SEO. Ouf. Donc, c'est Search Engine Optimization. Désolé pour mon accent anglais. Mais en gros, ça veut dire le résultat naturel. Concrètement, quand on veut se positionner sur Google, on parle essentiellement de Google en référencement naturel, on a la possibilité d'émettre des annonces en haut et en bas des résultats de recherche. Ça, ce n'est pas du référencement naturel. Il faut voir avec Google Ads et on paye à chaque fois qu'il y a un clic sur son annonce. Tout le reste, tout ce qui est au milieu, on va dire, qui n'est pas des annonces, ce sont tous des résultats naturels. Et pour se positionner, il faut faire du référencement naturel. Parce que Google, il classe des centaines de milliers de pages pour chaque recherche et il faut être en première page de Google. Alors c'est un peu différent maintenant parce que sur mobile, on a le scroll infini maintenant, on n'a plus l'équivalent de la première page, ça scroll, mais on l'a toujours, la première page sur ordinateur pour l'instant, mais à mon avis ça va pas durer. Donc concrètement, il y a un certain nombre de techniques à connaître pour bien se positionner sur une recherche. On le sait parce qu'on a analysé la manière de classer de Google, on peut faire simple. Et concrètement, si on veut travailler le référencement naturel d'un site, la première chose à faire, c'est identifier sur quelle recherche, au pluriel, on veut se positionner. Donc, quelles sont les recherches que font les internautes dans ton activité et où tu pourrais te positionner. Si on veut faire vraiment simple, un restaurant italien à Lyon, il va se positionner sur restaurant italien à Lyon. Il pourrait éventuellement se positionner sur restaurant Lyon, c'est moins pertinent. Là, on est vraiment sur la version simple, mais généralement, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut identifier 5, 10, 15, 100, parfois 1000 mots-clés. Donc, mots-clés, c'est la même chose que recherche Google. Donc, c'est la première chose. Trouver des mots-clés que font vraiment les internautes et où il est pertinent de se positionner pour que les gens ensuite cliquent sur ton lien une fois que tu es bien positionné. Une fois que tu as trouvé les bonnes recherches, les bons mots-clés, il faut optimiser le site internet pour plaire à Google. Et pour aller bien dans le détail, il y a 3 choses à optimiser et je le mets par ordre d'importance, du plus important au moins important. Le plus important, c'est optimiser le contenu. On parle de contenu SEO. Il y a une manière de rédiger qui plaît à Google. Il y a un certain nombre de choses à faire et un certain nombre de choses à ne pas faire. Deuxième chose, le netlinking. Terme barbare que personne ne comprend s'il n'est pas du métier. C'est faire en sorte qu'il y ait d'autres sites qui parlent de toi et qui renvoient un lien vers ton site. C'est typiquement quand tu es sur une page web, tu cliques sur un lien, ça te renvoie vers une autre page d'un autre site. C'est donc un lien entrant pour l'autre site. Il faut qu'il y ait, si on veut faire simple encore, parce que tout est compliqué en SEO, il faut avoir le maximum de liens entrants et aussi des liens entrants de qualité qui soient du même domaine, de la même langue et de sites qui plaisent à Google. Donc ça, c'est le netlinking, deuxième point. Troisième point, le code informatique. Donc ça, tu connais bien ça. La manière dont le site est fait derrière et qui n'est pas visible pour l'internaute. Il y a un certain nombre de choses qui plaisent à Google et d'autres qui ne plaisent pas à Google. Donc en gros, faut un contenu qui soit optimiser SEO sur chaque mot-clé. Donc, si on se positionnait sur 10 mots-clés, si on se positionne sur 10 mots-clés, on va essayer de faire 10 pages différentes. Ensuite, faire des liens vers le site. C'est ce qui est plus compliqué généralement. Et aussi optimiser le code informatique. Première chose à faire, auditer son site, si on l'a déjà. Ensuite, optimiser son site petit à petit dans le temps. Et ensuite, il faudra suivre dans le temps parce que la manière dont Google
positionne, change régulièrement, et il y a des choses qui sont bonnes qui deviennent moins bonnes dans le temps, et à l'inverse, des choses qui n'étaient pas pertinentes de faire, qui deviennent pertinentes parce que la manière de classer de Google change. Le SEO change régulièrement. Même si les bases en SEO sont souvent les mêmes, il y a quand même pas mal de choses qui changent régulièrement. Je sais pas si c'est clair. C'est super clair pour moi. C'est hyper intéressant parce que c'est un domaine qu'on effleure même pas. En général, on pense juste à se dire, quand on a un profil dev, juste à se dire, ok, je vais mettre des mots clés cachés comme ça se faisait à une époque. Ça marche plus. Je sais que ça marche plus, ça. Après, essayer de faire gaffe un peu ce qu'on met dans les titres et tout. Mais en général, on effleure à peine la surface visible de l'iceberg tant qu'on n'a pas vraiment creusé le sujet. Donc c'est super intéressant de travailler là-dessus. Tu disais que tu travailles principalement pour des PME, des TPE, et tu disais aussi pour des freelances, parce que ça c'est le sujet qui m'intéresse. En quoi des freelances ont intérêt à se poser cette question-là, et pas que des freelance devs, puisqu'on en reparlera là. Les devs ont encore un statut un peu à part dans le milieu du freelancing. Toi, qu'est-ce que tu conseilles là-dessus à des freelances qui se lanceraient Alors juste pour redire les choses, c'est plutôt les TPE, donc moins de 10 salariés, indépendants et freelance. Sur la côté freelance, j'ai envie de dire, comme je connais bien les freelances, on en parlera peut-être plus tard, mais il y a plein de possibilités de trouver des clients en tant que freelance. D'ailleurs, moi, je passe mon temps à donner des conseils aux freelances de manière ou d'une autre pour les aider à trouver des clients, parce que c'est le nerf de la guerre en freelance, de trouver des clients. Alors, pas forcément dans l'IT et dans les développeurs, peut-être qu'on en parlera par la suite, mais vraiment sur les autres types de freelance, c'est toujours difficile de trouver des clients. On dit souvent qu'il y a un tiers des freelances qui arrêtent leur activité au bout de 3 ans à peu près, et c'est souvent parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de clients ou pas suffisamment. Donc le SEO fait partie des possibilités pour trouver des clients. Alors, je mentirai pas en disant que c'est le seul. Le plus important en plus, pour moi, c'est le réseau. Mais le SEO arrive assez rapidement derrière. Pourquoi ? Parce que tout simplement, souvent, les freelances, ils y pensent pas. Alors, soit ils y pensent pas, soit ils veulent le faire, mais ils le font mal. Ils le font simplement, ils vont pas dans les détails, et donc c'est facile de passer au-dessus. Et donc de faire meilleur. Et ça m'arrive assez souvent d'avoir des clients, même dans des domaines de freelancing assez difficiles, photographie, etc., où on arrive assez facilement à être en première page et en haut de la première page, parce que tout simplement, c'est pas travaillé chez les freelances, ils y pensent pas, ou c'est pas spécialement bien travaillé, et du coup on arrive facilement à les dépasser. Les seules choses qui sont plus compliquées parfois, c'est les plateformes de freelance qui se positionnent quand même parfois assez bien, mais souvent un internaute, quand il cherche, il regarde les plateformes et ensuite il regarde les sites des vrais freelances derrière, donc ils sont quand même cliqués ces sites-là. Donc concrètement, c'est un moyen qui est souvent utilisé par les gens qui cherchent des freelances. Ils vont sur Google, ils cherchent photographe, mariage, Lyon, ou graphiste, freelance, Marseille, etc. Et du coup, c'est bien de se positionner, ça amène vraiment pas mal de clients. J'ai régulièrement pas mal de freelances qui, grâce à moi, ou de manière générale à un freelance ou au SEO, trouvent régulièrement des clients. Par contre, je préconise pas de faire que du SEO. De manière générale, je préconise jamais de faire qu'un type de prospection quand on est freelance. Il faut toujours diversifier, c'est souvent ce que je dis souvent. Diversifier, c'est plus facile, c'est plus sécurisant. Mais le SEO est une grosse possibilité pour les freelances, souvent oubliés, de trouver des clients. Donc le SEO, et juste avant, donc tu disais pour toi le networking, passer par du réseau pour trouver du client. T'as une grosse activité autour de ça. Ouais, alors il y a deux choses. Moi, je fais du networking, j'organise des événements de networking, et aussi je préconise pour tout freelance de faire du networking. Alors, ma vision est biaisée pour conseiller les freelances à faire du networking, je me doute bien, parce qu'on est à Lyon. Et à Lyon, il y a beaucoup de possibilités pour les freelances de faire du networking en présentiel. Quand je dis networking, c'est vraiment en présentiel, en physique, rencontrer les gens. Et je me rends compte évidemment que dans plein de villes, notamment des gens qui étaient freelance à Lyon et qui partent dans d'autres villes et qui me disent des fois, j'ai un peu laissé tomber le côté physique parce que il y a très peu de networking.
dans ces villes-là, il paraît que Lyon, c'est une des villes où il y a le plus de networking, où c'est plus facile de trouver des clients grâce au networking. Et assez souvent, c'est eux-mêmes qui créent leur événement de networking, par exemple, comment je peux le faire, moi, de mon côté, des événements pour les freelances, des événements pour les entrepreneurs, etc. Et ça, c'est ce qu'on je conseille de le faire. Si on n'a pas trop peur de le faire, c'est soi-même créer des événements, soit dans son activité, soit de freelancing, soit d'entrepreneuriat, etc. Alors moi-même, j'ai intégré, il faut le dire, hein, j'ai pas créé, mais intégré les Freelancionnais, qui est une grosse communauté de freelance à Lyon, qui a été créée par Pierre Amelot et Alex Carbona en 2017, et j'étais présent dès le début en tant que participant. Et à un moment donné, ils voulaient une troisième personne pour aider à l'organisation, et au final, je suis vite rentré au bout de quelques mois dans l'organisation, et maintenant on est 3. Et comme je suis quelqu'un de souvent très impliqué dans ce que je fais, je suis énormément impliqué dans la communauté et je fais énormément de choses. Donc les Freelancionnais, c'est une grosse communauté de plus de 2700 freelances. C'est 2700 freelances qui sont dans un groupe Facebook qui s'appelle les Freelancionnais, où on rentre si on est à Lyon ou dans la région lyonnaise. Le but, c'est vraiment, j'insiste sur ça, l'entraide, aider les autres, se faire du réseau, se recommander entre soi. C'est vraiment pas commercial où on arrive avec son pitch commercial, on veut vendre et on s'en fout des autres. On est vraiment dans l'entraide. Donc il y a un groupe Facebook et il y a des rencontres mensuelles qui s'appellent les rendez-vous des Freelancionnais, qui sont généralement les premiers vendredis du mois, de 10h à midi. Ça change un peu des fois, mais voilà, où les gens peuvent venir, où souvent il y a entre 20 et 40 personnes par mois, des gens qui reviennent, des nouveaux, etc. Donc ça, c'est ce que je fais au niveau des Freelancionnais depuis 2018, je crois que c'est 2018. Et je suis très impliqué. Et j'ai lancé, pendant le Covid, une deuxième chose que je fais vraiment par contre tout seul. J'avais une idée qui était pertinente, j'hésitais à le faire dans ou à l'extérieur des Freelancionnais, finalement j'ai fait à l'extérieur. Un deuxième type d'événement qui s'appelle les speed networking entre freelance. Et ce que je dis souvent, c'est que c'est pas speed, j'invite 6 à 8 personnes de domaines différents, tous des freelances, des gens que je sens que ça va matcher, des gens qui sont dans l'entraide, qui sont dans l'écoute, etc. Donc je sélectionne. Des gens de qualité aussi que j'estime de qualité. Ils vont chacun, durant la matinée, c'est aussi des vendredis de 10h à midi, ils vont discuter entre eux, ils vont du coup nouer des contacts plus privilégiés parce que comme il y a peu de personnes, ils vont discuter un minimum de 15 minutes chacun. Et donc ils vont apprendre à se connaître et ça amène souvent beaucoup plus facilement de la recommandation, des partenariats, etc. Les gens adorent ce type d'événement. Donc il y a les rendez-vous des Freelancionnais et les Freelancionnais que je fais, que je co-gère. Et tout seul, je fais les speed networking entre freelance. Et je peux même finir avec des podcasts que j'ai. Un podcast que j'ai lancé pendant le Covid, parce que je m'ennuyais un peu et parce que je m'ennuyais de plus aller à des networking, qui est un podcast sur le freelancing pour aider les freelances à mieux réussir, qui s'appelle Guide Freelance. Le podcast Guide Freelance. Et d'ailleurs, aujourd'hui même, j'ai fêté les plus de 8000 écoutes, ce qui est pas mal pour 42 épisodes. Et j'ai lancé aussi, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, je veux aussi faire un podcast sur mon domaine qui est le SEO. Ça paraît très logique. J'ai lancé quelques temps après un podcast sur le SEO qui s'appelle Guide SEO. Donc, Guide SEO et Guide Freelance. C'est facile à se rappeler. Voilà. Donc, à chaque fois, dans les podcasts, c'est soit des interviews, soit des épisodes de conseils où je conseille telle ou telle chose à faire. Voilà concrètement. Ah oui, j'ai peut-être une autre chose un petit concept que j'ai lancé entre guillemets. C'est que pour les networking, comme je disais, pour les freelances, c'est important de faire du networking parce que ce qui permet de réussir à moyen long terme en freelance, c'est le réseau. C'est le premier, clairement. C'est ce qui est le plus facile. Soit se faire recommander auprès d'autres freelances. Ça, c'est un domaine, une manière de faire qui est pas souvent utilisée, pas tout le temps, mais pourtant qui est pertinente. Je vois beaucoup de freelances qui se recommandent entre eux. Soit aller à des événements où potentiellement les cibles clients puissent être là. Et j'ai lancé un concept, juste pour résumer les choses, la manière d'être quand on va à des networking est importante.
Parce que si on est bien, on fait les choses bien, on aura des recommandations, on aura potentiellement même des clients. Si on le fait mal, on aura plutôt une mauvaise réputation, ou on aura tout simplement pas de recommandations ou pas de clients parce qu'on n'aura pas forcément fait les choses bien. Et j'ai 3 mots qui sont importants. C'est mémorable, compétent et sympathique. Concrètement, pourquoi je dis ça ? Il faut être mémorable, c'est-à-dire que la personne, une fois qu'elle a discuté avec toi, doit se rappeler de toi, de ton nom, de ton activité et de ce que tu fais concrètement. Ça paraît logique, mais quand on voit beaucoup de monde, on a tendance à zapper assez rapidement une personne. Donc, il faut vraiment que chaque personne que tu rencontres puisse se rappeler longtemps, des semaines, des mois après ça. Deuxième chose, compétent. Faut qu'elle t'identifie comme quelqu'un de compétent. Donc, tu dois être un discours qui montre que tu es compétent. Parce que si elle veut travailler avec toi, et qu'elle soit un de tes clients, et elle le fera que si elle te trouve compétent, évidemment. Et même chose pour la recommandation, elle te recommandera uniquement que si tu es compétent. Dernière chose, sympathique. Alors, c'est moins obligatoire, mais quand même, si tu es sympathique auprès de la personne, si elle te trouve sympathique, elle va plus facilement te recommander que si elle te trouve antipathique. Donc, il y a une manière de faire, par exemple, bien écouter la personne, bien s'intéresser à la personne, ne pas montrer que tu es là pour vendre, mais uniquement pour nouer un lien avec une personne et s'intéresser aux gens autant que tu peux discuter de ce que tu fais aussi. Voilà pour les différents conseils. J'en ai plein d'autres en fait. Non, mais le fait de favoriser le réseau réel, pour moi, c'est un conseil hyper important. Visiblement, dans ton secteur de freelancing, je pense aussi beaucoup au profil de dev. Il y a plein de devs qui se lancent dans le freelancing, qui savent pas trop comment trouver des clients et qui vont du coup se maquer un petit peu avec des ESN qui vont leur trouver des clients. Moi, j'ai quasiment jamais eu besoin de ça. Parce que dans tout j'ai fait on va dire un peu plus de 10 ans de presta, je suis rarement parti en mauvais termes avec mes anciens clients et la plupart de mes clients ça se passait très bien et c'est même ce qui m'a motivé à devenir freelance, c'est que la première mission j'étais encore salarié mais il y a un moment j'étais capable de me trouver une mission tout seul alors que j'étais salarié d'une boîte dont c'était normalement le boulot de me trouver une mission, mais j'ai trouvé une mission parce que j'étais en bon terme avec un ancien client que je revoyais et j'ai trouvé une mission et quasiment, ça fait plus de 5 ans que je suis freelance. À une exception près, toutes les missions que j'ai trouvées, c'était du réseautage, direct ou à niveau N+1. C'est quelqu'un, je connais quelqu'un qui cherche quelqu'un. Enfin, et je trouve ça beaucoup plus confortable plutôt que d'aller passer des entretiens. On sait pas pour qui, on sait pas avec qui, on sait pas comment on va être vu. Quand il y a un réseau direct, une personne en interface directe, déjà le contact passe mieux parce qu'on connaît au moins une personne avant, on a pu débriefer plus facilement de choses informelles, c'est quoi l'ambiance de travail, est-ce que à quoi on peut s'attendre. Moi je trouve ça beaucoup plus rassurant. Donc ce qu'Alexandre dit sur le réseautage, le networking, faites-le vraiment. Il y a plein de façons de le faire. Moi je valide complètement ce point-là. Je l'avais jamais conscientisé, mais moi ça m'a beaucoup aidé au démarrage de pouvoir compter sur un réseau réel, clairement. Le networking, généralement, ça permet d'avoir des clients plus facilement aussi. Quand on a un prospect qui vient, grâce au networking, on a beaucoup plus de chances de valider que si ça vient de plateformes de freelance, que ça vient même du SEO aussi, que ça vient des réseaux sociaux, etc. La chance de réussir est beaucoup plus importante parce que la personne est rassurée du fait qu'elle a recommandé, ou encore mieux, si la personne, le client potentiel, on l'a vu en physique, alors là c'est encore mieux parce qu'elle a ressenti beaucoup plus de choses que si c'était quelqu'un qui avait vu uniquement son site internet derrière. C'est clair que de tout ce que j'ai vu, ceux qui réussissaient le plus en freelance, c'est clairement des gens qui ont une fibre networking. Il y en a qui peuvent réussir sans networking, mais c'est quand même plus complexe, où il faut vraiment être meilleur dans la communication sur les réseaux sociaux, ou avoir une technique d'une manière ou d'une autre, ou être dans un domaine où il n'y a pas tant de concurrence que ça. Sinon, le networking, il est essentiel. Et parfois, je vois passer des gens qui viennent rarement au networking,
et qui me disent mais j'ai du mal à trouver des clients, ou j'ai du mal à augmenter mon chiffre d'affaires. Et pourtant, ils viennent pas forcément en networking, et je leur dis des fois, c'est dommage, parce que justement, c'est un bon moyen, le networking, de trouver des clients et de trouver plus facilement, de valider plus facilement des prospects. Et pourtant, ils le font pas forcément. Là, je parle beaucoup, mais parfois, les gens font pas beaucoup de networking. On en avait parlé aussi, parce qu'ils ont une personnalité qui fait qu'ils ont un peu peur de venir au networking. Introverti, timide. Alors ça, je connais très bien, parce que comme j'ai pu le dire, je suis un ancien très grand timide et grand introverti. Et même maintenant, je me pousse assez régulièrement quand même à aller à des networking, alors que la tête pourrait dire « Ah non, pas ce soir, on verra une autre fois. Oh, est-ce que c'est vraiment utile ? On se pose des questions. Si c'est pas totalement utile, allez, on va pas y aller. » On a toujours dans sa tête quelque chose qui veut dire « Non, on va pas le faire. » Et des fois, il faut couper, il faut dire j'y vais, point barre, on verra. Et ça m'arrive souvent, encore maintenant, d'aller à des networking à reculons, et finalement, je suis hyper content quand j'y suis allé, parce que ça a marché ou parce que j'ai passé un bon moment. Et le networking, c'est pas uniquement pour trouver des clients, c'est aussi pour avoir des réponses à ces questions. C'est aussi pour aller mieux quand peut-être, à un moment donné, on a le cafard, pour une raison ou pour une autre, ou tout simplement sortir de chez soi, parce que des fois, il y a beaucoup de freelances qui travaillent de chez eux, et parfois, ils sont même tout seuls chez eux, et des fois, c'est pas bon pour le moral, même pas forcément pour la santé non plus, de rester chez soi. Et donc, il y a plein de raisons de faire du networking, pour la santé, pour la santé mentale, et aussi pour avoir des réponses à ces questions. Et si on veut, par exemple, si on veut changer son offre, c'est bien de demander aux autres freelances, aux cibles potentielles, ce qu'ils en pensent. Moi, j'ai souvent eu plein d'idées. La plupart du temps, c'est en networking. J'ai fait plein de bonnes choses, et je commençais plein de bonnes choses au freelance. Il y a plein de choses qu'on m'a dit à un moment donné en networking. Ça me fait penser, tu réponds presque en avance à une autre question qu'on avait. Il y a plein de gens j'ai déjà discuté avec des gens qui aimeraient bien se lancer en freelance, mais qui le font pas pour des raisons de peur de plein de choses. Et avec ce que tu dis, j'ai l'impression que ça répond déjà à une partie de ces peurs-là. Souvent, il y a chez pas mal de personnes, ce qui peut revenir, à part la peur administrative, ça on va y revenir. Ah oui. Il y a souvent la peur de se retrouver tout seul dans son activité, et là quand tu parles de networking, ça répond j'ai l'impression que ça répond tout ou partie à cette question-là, effectivement. D'être freelance, c'est se lancer seul, parce que t'es seul dans ton activité, mais faut surtout pas rester intégralement seul, sinon effectivement, comme tu le dis, c'est un coup à se retrouver potentiellement en difficulté profonde, parce que on manque d'entrants, de clients, de réponses à des questions. C'est aussi se retrouver potentiellement en déprime, voire en dépression, si on n'a plus de dynamique humaine qu'on avait au boulot avant. Donc ça, je trouve ça cool. Est-ce que toi, tu vois d'autres choses à conseiller aux personnes qui auraient peur, peut-être pour adresser justement toi qui croises beaucoup de freelance plus diversifiés que moi, c'est quoi les peurs qu'ont en général les gens avant de se lancer, ou même après s'être lancé, et comment tu peux rassurer là-dessus? Souvent il y a l'administratif, mais est-ce que t'en vois d'autres, toi, encore? Alors les peurs, je vais peut-être pas être exhaustif, faudrait réfléchir plus longtemps, mais l'administratif est une grande peur. La phobie administrative, clairement, elle existe. Si on l'a, il faut démystifier la chose, parce que généralement, pas tout le temps, mais quand on est en société, généralement, on va faire directement un comptable. Si on est en micro-entreprise, généralement, on va tout faire soi-même. On peut faire des erreurs, on peut avoir la phobie administrative, mais c'est pas si compliqué que ça. Il suffit de demander, il suffit de demander aux autres freelances comment ils font. C'est pour ça que, comme je dis, c'est important de faire du networking. Si on a des questions, on a la réponse avec les autres personnes qui sont comme soi. Donc ça, c'est une des peurs administratives. Ça arrive, mais c'est pas la plus importante que je vois. Souvent, c'est concrètement, est-ce que je vais trouver des clients ? C'est le plus important par rapport en général aux freelance. Alors, je sais que dans l'IT et dans les développeurs, c'est plus facile, mais dans les autres, c'est clairement le problème. Trouver des clients, si on y arrive, on va réussir. Si on n'y arrive pas, on va rater. Donc, voilà.
Si on trouve des clients, on va réussir. Si on trouve pas des clients, on va revenir en salariat. Et c'est souvent ça que je vois, hein. C'est des gens qui trouvent pas des clients ou qui en trouvent pas assez par rapport au chiffre d'affaires qu'ils voudraient avoir ou au chiffre d'affaires minimal pour vivre en tant que freelance. Et c'est l'apport principal pour ceux qui se lancent, mais aussi pour ceux qui sont là depuis pas mal de temps. Ça peut être tout simplement, est-ce que je vais continuellement avoir besoin de prospecter et de trouver de nouveaux clients? Et une des peurs aussi vient du fait que, alors c'est pas trop dans le domaine des développeurs, c'est que l'activité est cyclique en freelance, la plupart du temps. Pas tout le temps, mais très souvent. On a des mois très bien, on a des mois beaucoup moins bien en termes de chiffre d'affaires. Et on a des mois où on a plein de clients, des mois où on en a beaucoup moins. Et c'est difficile de gérer ça. Et on a toujours la peur que les mois et les périodes où on a moins d'activité soient des mois beaucoup trop longs et amènent des conséquences sur le chiffre d'affaires et sur la pérennité de l'activité. Donc souvent, la peur, c'est vraiment trouver régulièrement de nouveaux clients et avoir suffisamment de chiffre d'affaires pour réussir. Et pour y arriver, il peut y avoir plein de raisons, mais le networking, le réseau, ça en fait partie. C'est plus facile de trouver des clients grâce au réseau. Essayer aussi de trouver des revenus récurrents, que ce soit par exemple de la formation e-learning, que je fais, que ce soit du conseil en plus de ce qui est demandé. On demande parfois une chose, une prestation, mais on peut souvent donner plus. Il y a aussi le récurrent. Proposer du récurrent, ça les gens oublient souvent. Proposer une activité récurrente en plus du service ponctuel qu'on a demandé. Et dans plein d'activités, on peut le faire ça. Ne pas hésiter à se faire recommander, à demander au client si il veut bien recommander une autre personne ou demander des témoignages clients pour ensuite les mettre dans un portfolio et puis faire un joli portfolio à donner à tous les prospects. Bien relancer les prospects aussi parce que souvent c'est mal fait ou pas fait. Relancer les prospects. Enfin bref, il y a plein de choses qui peuvent être faites pour trouver de nouveaux clients. Donc il y a trouver de nouveaux clients ou avoir plus de chiffre d'affaires. Il y a aussi l'administratif. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? C'est le fait d'être seul, d'être dans la solitude. Et ça, si on a peur d'être seul, alors il y a des collectifs de freelance, qui y en a de plus en plus, qui se lancent, ou tout simplement aller régulièrement à des networking, ça peut être pertinent aussi, ou ça peut être tout simplement rester en contact avec d'autres freelances, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit au téléphone, d'une manière ou d'une autre, faire des cafés avec des freelances, les mêmes ou d'autres. Ne pas rester seul parce que ça peut être difficile, surtout en période plus difficile. En période où on a plein de clients, c'est souvent moins gênant. Mais en période où on a des problèmes, on aime bien aussi ne pas être seul. Donc il y a sûrement d'autres choses, mais voilà. Et le fait d'être seul, le fait d'avoir des problèmes au niveau administratif, mais il faut pas surestimer les choses non plus. Et souvent le côté trouver des clients. Après il y a la gestion du planning aussi, hein. La gestion du temps. Il y a des gens qui savent pas trop s'organiser. Et le problème, c'est que quand ils étaient salariés, ils avaient un patron ou un manager qui leur disait quoi faire. Et là, ils doivent s'auto-organiser tout seuls. Donc, il y a une manière d'organiser les choses, avoir un planning, bien respecter le planning, se faire violence quand on a l'habitude de procrastiner. Mais pareil, en rencontrant d'autres freelances, on trouvera des astuces pour pouvoir mieux gérer son temps. Donc après il y a aussi les problèmes de stress liés au freelancing de manière générale. Si on est du genre stressé, faire attention. Dans ce cas-là, je préconise souvent d'avoir une vie personnelle importante et pas tout mettre sur le côté professionnel, parce que sinon si le côté professionnel ne va pas bien, et ben justement la vie ensemble de manière générale n'ira pas bien. Donc avoir de quoi se défouler, de quoi aussi penser à autre chose derrière, donc faire du sport, faire de la méditation, avoir des hobbies, faire des choses comme ça. Mais enfin, il y a plein de choses potentielles. Je pense que il y a autre chose, pendant que j'y pense, c'est la durée du travail. C'est que des fois, quand ça marche pas si bien que ça, ou même quand ça marche bien, mais on voit souvent sur les réseaux sociaux des préconisations comme quoi il faut travailler beaucoup.
Éviter de trop travailler non plus, parce que là, sinon, c'est le burn-out assuré. Et j'en ai vu passer pas mal qui sont dans ces éléments-là. Voilà. Donc, pour assurer, il y a plein de solutions à tous les problèmes. Par contre, j'irai pas jusqu'à dire que si on veut être freelance, on réussira forcément. Et ça dépend des activités, ça dépend des personnalités, ça dépend si on se donne les moyens ou pas. Et il y en a pour lesquels le freelancing n'est pas fait. Il y a des personnes pour lesquelles c'est pas fait pour eux. Et dans ce cas-là, vaut mieux qu'ils tentent pas, mais c'est difficile à dire, chaque cas est différent. Mais j'aurais tendance à dire que pourquoi pas tenter, mais tenter un minimum de temps par contre. Faut pas tenter quelques semaines ou 1 ou 2 mois, faut tenter peut-être 6 mois, 1 an. Et si à un moment donné, en ayant fait ce que j'ai dit, du networking, discuter avec les gens, poser des questions, regarder ce que font les autres, etc. Ça marche pas, se former, etc. Si ça marche pas, peut-être se poser des questions, mais pas trop tôt non plus. Parce que j'en ai vu passer des gens qui paniquaient au bout de 2 semaines ou au bout d'1 mois en disant mais moi j'ai un objectif de chiffre d'affaires de temps, ça fait 3 semaines, j'y suis toujours pas. Et je leur disais allez-y mollo, ça prend du temps et c'est normal. Voilà. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour, même s'il y a d'autres trucs qui peuvent se faire. Alors t'as fait le tour de tout ce qui peut toutes les questions, les problématiques qu'on peut avoir quand on est freelance. La question qu'on n'a pas abordée, c'est un peu le pourquoi devenir freelance. T'as dit juste avant qu'il y a des personnes pour qui le freelancing est peut-être pas forcément une bonne idée. J'ai envie de te dire, avant de parler dans le général, toi personnellement, qu'est-ce que tu retires de plus positif à être freelance plutôt qu'être dans le salariat? Et après, alors ça va être très dur de faire des généralités tellement il y a de secteurs de métiers où c'est différent, mais pour toi c'est quoi l'essence même du freelancing en termes d'avantages que les personnes peuvent en retirer, ou à l'inverse c'est quoi le plus gros inconvénient auquel il faut se préparer à faire face et ou qu'il faut prendre en compte au moment de la décision si oui ou non j'y vais avant de se lancer et d'être face à toutes les questions qu'on a évoquées avant. Alors pour commencer par rapport à moi-même, c'est intéressant parce que ça permet de compléter mon parcours atypique où j'ai pas été jusqu'au bout. Au final, je me suis rendu compte. C'est quand je suis du freelance, l'objectif initial, c'était d'être employé dans une agence de communication ou une agence web. J'ai candidaté dans ces agences-là, mais si on se rappelle, j'avais fait 5 ans de commercial en assurance et j'avais pas forcément de CDI, d'expérience en CDI ou en CDD en marketing. Donc forcément, mon profil n'était pas séduisant pour une agence. Du coup, je me suis dit, je vais faire quelques prestations en freelance dans les domaines du web marketing pour que mon profil soit plus pertinent pour les agences. Et il se trouve qu'au assez rapidement, je me suis rendu compte que contrairement à ce que je pensais que le freelancing ça allait être compliqué et que c'était pas fait pour moi et que c'était juste un tremplin vers un emploi en CDI dans une agence. Au final, ça m'a plu. Et maintenant, c'est l'inverse, c'est que les agences me contactent, mais moi, je refuse parce que le freelancing, ça me plaît. Alors, qu'est-ce qui me plaît, moi, dans le freelancing ? Il y a plein de choses qui me plaisent, c'est notamment le choix. J'ai choisi le SEO alors que en agence, on m'aurait dit, il faut faire ça, 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 ça. Je choisis aussi mes clients. J'ai choisi mes types de clients, les TPE, les indépendants, les freelances. Quand on est en agence, on fait ce qu'on nous dit de faire, hein. Ensuite, je choisis la manière de faire qui me plaît bien, les différents types de prestations à l'intérieur. Alors, je ne vais pas aller dans le détail, mais je suis très focalisé audit et accompagnement sur la durée, mais sur des différents types de clients. Et il y a des clients que je refuse ou que je dis, je suis pas le bon consultant et je vous oriente vers un autre, etc. pour telle ou telle raison. Donc, je choisis mes clients. Je peux choisir le temps. Alors, attention. Les horaires et le temps, je peux les choisir. Je peux choisir les vacances, je peux choisir le temps dans la journée
que je fais chacune des choses, et je sais quand est-ce que je suis plus efficace, plutôt le matin par exemple. Donc je travaille certaines choses le matin et d'autres choses après-midi. En agence, on choisit rien en fait, ou en tout cas on choisit pas autant. Donc la liberté pour moi est importante et assez plaisante, et je réussis en tant que freelance. Donc pourquoi essayer en tant que salarié alors que je réussis déjà en tant que freelance? Il y a aussi ça. Même si moi j'ai jamais eu de problème à être salarié auparavant, contrairement à beaucoup de freelance qui se lancent. J'en vois beaucoup qui sont réfractaires au patron ou à la hiérarchie, ou qui sont à fond sur la liberté, dans le sens où ils ont du mal à respecter des choses qui sont dites par quelqu'un de supérieur. Moi c'est pas mon cas, ça m'a jamais dérangé d'appliquer un truc, mais c'est quand même plaisant quand on fait un peu ce qu'on veut. Après, tout est relatif. Il y a des choses qu'on peut faire ce qu'on veut, et d'autres non. Hein. C'est pas aussi simple que ça. Donc du coup, concrètement, le principal avantage et inconvénient de manière générale, alors c'est pas facile de généraliser. Hein. Chaque cas est différent. Chaque freelance trouve ses inconvénients et ses avantages. Donc je vais essayer de faire les deux qui sont le plus souvent dits par les freelances. La première chose, l'avantage concrètement, c'est la liberté. La plupart du temps, les gens disent liberté. Donc on revient un petit peu à ce que j'ai pu dire moi pour moi au final. C'est la liberté de trouver sa cible de client, de choisir ses clients, de travailler le temps qu'on veut, de travailler quand on veut. Alors tout ici est relatif. Hein. Parfois on n'a pas la facilité de le faire. Je dis parfois qu'on n'a plus de patron, mais nos clients sont nos nouveaux patrons. Donc des fois c'est un peu ça. Mais la liberté, c'est ce qui est souvent mis en valeur, et c'est ce qui est plus important en tant que freelance. C'est ça qui est défini le plus le freelancing, la liberté. En termes d'inconvénients, je reviens un petit peu à ce que j'ai dit. Hein, je ne vais pas me changer ce que je pense. C'est concrètement trouver des clients, trouver régulièrement de nouveaux clients, fidéliser les clients. J'en ai pas parlé, mais fidéliser les clients, c'est pas évident, et c'est important parce que si on change tout le temps de clients, c'est fatigant à la longue. Donc c'est trouver des clients et fidéliser les clients, parce que c'est des choses qu'on n'a pas appris en tant que salarié, qu'on n'a pas forcément du tout même appris à l'école, et qu'il faut apprendre quand on est freelance, et qu'on a tendance parfois à sous-estimer quand on arrive en tant que freelance. Alors ça dépend comme tu l'as dit, ça dépend des secteurs d'activité, ça dépend des personnalités des gens aussi. Il y a des gens qui facilement ont un bon contact. Dans ce cas-là, le réseau pour eux, ça va être simple, et trouver des clients et fidéliser des clients, ça va être simple. C'est souvent des gens qui sont dans le marketing, qui sont meilleurs sur ça, et d'autres qui ont plus de difficultés à trouver et fidéliser de nouveaux clients parce qu'ils ont peut-être ça leur plaît moins de prospecter ou de faire du réseau. Et dans ce cas-là, on part avec un gros désavantage. Merci pour cette synthèse. Je me retrouve intégralement dans ce que tu dis. La plupart des freelances que je connais l'ont fait pour avoir la liberté de choisir comment, où, avec qui il travaille, mais cette liberté vient avec son lot de contraintes. Il faut arriver à trouver des clients, il faut arriver à s'organiser, tout ça. Mais je m'inscris totalement dans tout ce que tu dis. Si parmi les personnes qui nous écoutent là maintenant, il y en a qui ont des doutes, je vous invite vraiment à prendre contact avec Alexandre, avec moi, ou même avec Pierre Amelot. T'as parlé de lui un peu plus tôt, je lui fais un peu de pub, c'est pas sponsorisé, il a monté, côté tech, il a monté un truc qui s'appelle Le Cercle, avec Benoît Gontôme du podcast Artisan Développeur, où ils aident les profils plutôt tech à s'épanouir dans le freelancing. Il y a vraiment plein de choses à faire, donc clairement. Merci beaucoup Alexandre pour toutes ces informations, toute cette discussion, c'était super intéressant. J'étais content d'avoir un profil pas trop tech, qui change un peu par rapport à ce qu'on a d'habitude ici. C'était très cool. Est-ce que tu nous ferais pas rapidement un petit résumé t'as déjà parlé de ton podcast, un peu de tes réseaux, où on peut te trouver, je mettrai tout dans la description, mais si tu peux le redonner à l'oral, et puis si t'as ça.
Alors, on peut me trouver sur LinkedIn, je suis souvent sur LinkedIn, donc Alexandre Favreau. On peut me trouver sur mon site internet alexandrefavreau.fr. On peut me trouver, et beaucoup en présentiel pour ceux qui sont à Lyon, en tout cas, dans les rendez-vous des freelance lyonnais, ou je pourrais éventuellement, si je vous connais déjà, vous inviter à mes speed networking entre freelance. Et on peut m'écouter, que ce soit pour le podcast sur le SEO qui s'appelle Guide SEO, ou le podcast sur le freelancing qui s'appelle Guide Freelance. Je rajouterai tout ça dans la description. Encore une fois, merci Alexandre d'être passé. Si jamais tu veux revenir dans le podcast à d'autres sujets, ce sera avec plaisir. Merci à toi de m'avoir accueilli. Et puis, si vous nous avez écouté jusque-là, il me reste donc à vous souhaiter une excellente fin de semaine. À la prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, geekez bien et codez bien.